Le pavé du mois compense largement les plus de 700 pages du mois d'avril parce que c'est une nouvelle qui fait une trentaine de pages et qui s'intitule L'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Il a été écrit par Jean-Philippe Toussaint et il est publié aux éditions de Minuit en 2022. Alors, c'est pas une traduction parce que Jean-Philippe Toussaint, il est belge, mais c'est un auteur de langue française. Il est né en 1957, il est encore vivant. C'est un Belge de langue française. Il est issu d'une famille plutôt bourgeoise avec un père journaliste, une mère libraire, mais d'une librairie très renommée, et une sœur productrice de cinéma. Et lui-même, en fait, il va produire des films, il va aussi être scénariste pour plusieurs films. Il est auteur, il est aussi artiste plasticien, donc il fait beaucoup de choses. Il a été étudiant à Paris, à l'IEP, donc en gros c'est sciences politiques. Il a obtenu un DEA en histoire contemporaine, c'est l'équivalent d'un bac+5 aujourd'hui. Il a une certaine reconnaissance pour ses écrits. En 2014, il devient membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Ses romans sont traduits dans plus de 20 langues et plusieurs livres sont produits en film et il participe à chaque fois à ces productions. Le premier roman qu'il a publié, La salle de bain, va être mis en film, je ne sais plus comment on dit. Il y a également son roman Monsieur, La Sévillane, qui est le titre du film, alors que le titre du roman, c'est L'appareil photo. Il va aussi réaliser des films originaux qui ne sont pas issus de ses livres, comme Berlin 10h46, La patinoire, Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages. Donc ça, c'est les trois exemples. Donc c'est un artiste qui produit énormément. Bien évidemment, je ne vous ai pas mis toute sa bibliographie, ni sa cinématographie, je pense qu'on dit. Donc selon la page Wikipédia, il a un style minimaliste où les personnages n'ont pas d'autre signification qu'être eux-mêmes. Et je trouve que ça se ressent pas mal dans le titre de ses œuvres. Donc son premier roman publié, c'est La salle de bain, qui gagne le prix littéraire de la vocation. Il va donc aussi rédiger, c'est mon deuxième exemple, un cycle de romans, c'est le cycle de Marie, qui est composé de Faire l'amour, paru en 2002, Fuir, paru en 2005 et qui obtient le prix Médicis du roman français, La vérité sur Marie, paru en 2009 et qui va recevoir deux prix, et enfin Nu, paru en 2013. Et donc en 2016, il va reprendre ce cycle et il va en faire une pièce de théâtre en étant l'adaptateur hein, et le metteur en scène. Et du coup, il va mêler de la lecture à voix haute, des vidéos et des musiques originales qui seront jouées sur scène. En 2017, il fait paraître ses quatre œuvres sous la forme d'un recueil, et donc c'est MMMM. Et le troisième bouquin, Livre Louvre, c'est pas un roman, c'est un livre qui est publié avec carte blanche de la part du Louvre et qui accompagne une exposition tout en essayant de devenir un objet lui-même d'exposition. Donc voilà, c'est un livre qui est un petit peu à part dans la bibliographie de l'auteur. D'ailleurs, il n'est pas publié chez les éditions de Minuit, qui sont l'éditeur français assez traditionnel, on va dire, pour cet auteur. Je suis curieuse de voir comment il écrit, notamment dans un récit plus long. Et en même temps, les films ne m'appellent pas du tout. Je commence par une petite citation d'une critique faite par Jérôme Garcin dans l'Obs en 2022 quand le livre est paru et qui est sur le site de la maison d'édition, les éditions de Minuit, donc bien évidemment que c'est une critique positive. Et donc il dit c'est ça la littérature. À peine 30 pages qui nous racontent ce qu'on savait déjà et nous montrent ce qu'on avait déjà vu, mais donnent l'illusion d'une révélation. Donc je ne sais pas pour vous si les 30 pages sont une illusion de révélation, mais en gros, selon Jérôme Garcin, l'atelier de Monet, c'est un parallèle à l'atelier de l'écrivain, au bureau de l'écrivain, et en fait, dans la bibliographie de l'auteur, ça a du sens parce que le précédent ouvrage qui a été publié, c'est une invitation à entrer dans son bureau et dans l'espace mental de l'auteur. Et donc, ce bouquin s'intitule L'urgence et la patience et qui est paru en 2015. Déjà, il y a une structure du texte qui est assez
rythmé, qui, je trouve, fonctionne très bien. Et ça, je pense que c'est quand même un enjeu essentiel quand on écrit une nouvelle. Alors bien sûr, quand on écrit un roman aussi, mais dans la nouvelle, s'il y a un problème de rythme, bah, il y a rien qui fonctionne et tout est fichu. Dans le roman, il peut y avoir des passages où on trouve que c'est trop lent, ça s'accélère trop, mais une fois qu'on a lu le roman en entier, on peut plus facilement pardonner, entre guillemets, bien évidemment, des faiblesses dans la gestion du rythme que dans la nouvelle, bah, c'est un peu ça passe ou ça casse. Et donc moi j'ai bien aimé le rythme et ce rythme, il est, très facile à saisir, parce que, il y a un système d'anaphore, j'espère ne pas me tromper. J'ai vérifié un petit peu et je pense que je ne me trompe pas en disant que, voilà, il y a une anaphore qui commence chaque, paragraphe de texte et qui permet au récit, en fait, de, biaiser le titre même de l'œuvre où on a l'impression qu'on va lire un instant figé, celui où Monet entre dans son atelier. Et en fait, à travers cette figure-là, on avance dans le temps, tant d'un point de vue vraiment chronologique historique que d'un point de vue biographique pour Monet et d'un point de vue histoire des arts parce que bien évidemment que l'atelier n'est, pas toujours le même et j'ai noté, je sais pas pourquoi j'étais inspirée, j'ai l'impression que j'ai noté un peu pompeux, mais bon. Le dispositif littéraire fait miroir au quotidien de l'artiste qui se répète sans cesse, mais dont on perçoit les variations avec un regard précis sur son œuvre. Ce regard précis fait entrer dans l'intime, le temps qui passe, les choses qui changent, touche également le corps de l'artiste qui se dirige progressivement vers sa propre fin. Je trouvais que ça marchait très bien. En gros, l'histoire du contexte de création de la dernière œuvre de Monet, qui est en fait une série qu'on appelle les Nymphéas, c'est assez connu. Après, on a toujours le droit de pas connaître, hein, mais en gros, c'est la fin de sa vie et c'est aussi la Première Guerre mondiale à laquelle il ne va pas participer en tant que soldat, puisque c'est une personne âgée et donc il n'est pas du tout appelé sous le drapeau. Pour montrer qu'il y a ce système d'anaphore, je pensais lire le premier paragraphe et le dernier paragraphe, donc ça spoil rien, vu que l'auteur n'est pas du tout dans une fiction de ce qu'il va raconter sur Monet. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris. C'est le moment du jour que je préfère, c'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin, pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter, quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde comme il y en a tous les jours, en Normandie, dans les villages que bordent l'Eure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où, encore convalescent, les jambes faibles, la poitrine fragile, il pousse prudemment la porte de l'atelier. Les lieux sont dans la pénombre, abandonnés depuis des mois. Monet a hâte de se remettre au travail après la longue interruption due à l'opération de la cataracte. Il a assez perdu de temps, il est pressé, il a bien l'intention de donner les nymphéas à l'état à la date convenue. Monet reprend ses pinceaux. Il pose délicatement une touche sur la toile, il nuance, il accentue. Il n'est pas satisfait, il efface, il insiste, il recommence. Et là, dans l'atelier, face à la peinture qui lui résiste, face à la peinture qui se défend, face à la peinture qui se refuse, Monet s'obstine. Il reprend, il retouche. Monet ne lâche plus la brosse. Il pénètre toujours plus avant dans la peinture. Il s'y fond, il s'y dilue. Il n'y a plus trace de son corps terrestre dans l'atelier. Son esprit s'est dissous dans la peinture. Monet est devenu peinture. Il est devenu paysage d'eau, fluidité, onde, souffle. Les heures passent, immobiles, dans l'atelier. Elles passent dans le temps à jamais suspendu des nymphéas. Monet peut fermer les yeux et lâcher prise. Peindre les nymphéas aura été pour lui la plus apaisante des extrêmes onctions. Il y a plusieurs manières de répéter, donc bien sûr, il y a l'anaphore au début du paragraphe dont la phrase commence toujours de la même manière.
Il y a aussi, à chaque fois une volonté de la part de l'auteur de situer chronologiquement son paragraphe et donc, en tant que lecteur, on est vraiment pris par la main et on avance, on fait des petits sauts de puce dans le temps et on voit aussi, l'effet du temps sur l'artiste lui-même alors que, l'atelier, lui, bah, il reste toujours disponible, il reste toujours, hem un lieu qui ouvre le champ des possibles. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'était, en fait, c'est l'auteur lui-même qui le dit à la toute fin. C'est mon ami Ange Leccia qui m'a donné l'envie d'écrire sur Monet. L'œuvre d'après Monet d'Ange Leccia est présentée au musée de l'Orangerie du 2 mars au 5 septembre 2022. Donc bien sûr, je suis allée voir ce que c'est. D'après le site du musée de l'Orangerie, cette exposition est un arrangement vidéo pour sentir et lire la polysémie des nymphéas de Monet à partir de l'histoire de la genèse de cette œuvre. Nous faire sentir la polysémie de l'œuvre, on l'a pas forcément dans la nouvelle, mais autant cette envie de insister davantage sur la genèse de l'œuvre que sur ce qu'elle est vraiment aujourd'hui, bah, c'est un peu tout l'objet de la nouvelle. Donc je comprends qu'il parle d'inspiration ou de donner envie. Un extrait qui est plutôt au milieu du récit et qui parle justement des nymphéas et du côté infini de leur création. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Nous sommes en 1918, bientôt nous serons en 1921. Monet, un instant, est figé là, à la porte de l'atelier, entre la vie et l'art. Il est à la fois arrêté dans l'image et en mouvement dans le temps. Depuis des mois, depuis des années, Monet met toute son énergie, non pas à terminer les nymphéas, mais à poursuivre leur inachèvement, à le polir, à le parfaire. Même s'il n'en a pas conscience, c'est bien à l'inachèvement des nymphéas que Monet consacre les dernières années de sa vie. Ce sera l'éternelle toile de Pénélope qu'il tissera et détissera jusqu'à son dernier souffle. Car finir les nymphéas, c'est accepter la mort, c'est consentir à disparaître. Tel est le statut unique des nymphéas dans l'histoire de la peinture, une œuvre à la fois achevée et même plus qu'achevée, achevée jusqu'à l'os, avec assiduité, avec ténacité, avec acharnement, sans cesse retouchée, modifiée, corrigée, et pourtant une œuvre toujours vivante, toujours en progrès, toujours en cours de réalisation, que Monet ne relâchera jamais et poursuivra jusqu'à son dernier souffle. Jamais il ne consentira à déclarer l'œuvre achevée. Jamais, de son vivant, il ne laissera les grands panneaux quitter l'atelier pour rejoindre l'orangerie. Donc, je trouvais ça intéressant de lire ce passage en lien avec ce qu'on a dit. Donc, l'orangerie, c'est le lieu d'exposition de ces panneaux qui sont d'une dimension assez exceptionnelle et qui ont été offerts par Monet à l'État à la fin de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, le chef d'État, c'est Clémenceau, qui est un ami de Monet. C'est expliqué dans le livre, hein. Au début, il veut lui offrir 2 panneaux et Clémenceau négocie pour avoir tous les panneaux. Et la disposition de ces panneaux ça pose vraiment un challenge, tant pour Monet dans le sens qu'il va y mettre que vraiment matériellement. Et je sais qu'il y avait eu une exposition à l'Orangerie sur comment est-ce qu'ils avaient aménagé les salles. Et c'est la salle qui s'adapte à l'œuvre véritablement, alors qu'à l'époque, c'est pas trop la manière de faire. Il y a beaucoup moins de mise en scène, de muséographie qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, est-ce que le livre donne envie d'aller voir les nymphéas, donne envie de visiter la maison de Monet à Giverny qui se visite. Une route traverse la propriété. Mais comme c'est la propriété de Monet, il y a un aménagement souterrain pour passer de l'autre côté du jardin. Mais du coup, en gros, le jardin est un peu divisé, ce qui n'était pas trop le cas avant. Et l'atelier de Monet, c'est devenu la boutique. Et en fait, je me suis dit, mais quelqu'un qui connaît pas l'œuvre de Monet, en fait, ça serait chouette de lui faire lire le bouquin. Parce qu'on a tout le contexte, on a un côté un petit peu intimiste, on est vraiment dans le truc, vu le titre, Nymphéa, bon bah on se doute de ce que c'est, mais ça serait intéressant de faire l'expérience de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est et qui a probablement jamais vu. On lui fait lire ces 30 lignes et après on l'amène à l'orangerie, on l'amène à Giverny et voir si il se retrouve dans cette atmosphère ou pas. C'est un joli hommage. Autre chose, il répète
quelquefois l'influence du lieu sur l'art que Monet crée. Et du coup, il rentre un peu dans la réflexion sur qu'est-ce que l'impressionnisme. C'est aussi avec cette idée de je peux sortir pour peindre ce que je vois dehors. C'est aussi bah, s'inspirer du lieu avec la question de la luminosité et des couleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre sans que l'auteur se donne pour mission de nous faire comprendre c'est quoi l'impressionnisme. Au vu des vidéos que tu nous as proposées, je comprends mieux l'écriture comme des petites touches d'impression. Chaque paragraphe se superpose et chaque paragraphe donne une temporalité un petit peu différente et du coup un sens nouveau à l'œuvre. Et au final, ouais, on a la vision entière de cet instant-là. L'écriture, elle est belle, je trouve qu'elle est simple, elle est sans fioriture, mais elle est belle. Moi, ça m'a donné envie de lire d'autres œuvres de Jean-Philippe Toussaint. C'est terrible, notre club lecture, parce que à chaque fois, ça me donne envie de lire d'autres bouquins de l'auteur. Ces titres, ils sont excellents. La salle de bain, j'ai envie de la lire, hein, la salle de bain. C'est la clé USB, j'ai bien envie de la lire aussi.